Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Info 7, votre magazine qui décortique l'actualité de la semaine. Bonsoir, une fois de plus. Alors, cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir pour vous un analyste politique, cadre du CNC, Congrès national, le Congolais, parti cher à Pius Mouabilou, maître Harold Badibanga, qui est sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir madame. Un plaisir de vous avoir ce dimanche dans Info 7. Le plaisir est partagé madame. Maître Harold Badibanga, un visage connu, à un moment, c'est dans tous les salons qu'on pouvait bien parler de vous. Vous avez disparu, qu'est-ce qui s'est passé? Non, il y a toujours dans la vie des circonstances qui font qu'on soit appelé à autre chose. Ce qui est vrai, c'est qu'avec la vague, oui c'est ça le terme que je voulais sortir, la vague de certains médiatisables. C'est-à-dire quoi? Certaines gens qui pensent qu'il faut passer à la télé pour raconter des conneries et qui, lorsqu'ils sont en face de Maître Harold Badibanga, ce n'est pas de l'analyse, mais c'est plutôt non seulement le plaisir de le retrouver, mais de l'attaque pour qu'à la cité, même son père et sa mère qui ne savent pas faire l'analyse, voient quand même qu'il a contredit tel. Alors des choses comme ça font que l'on prenne un peu du répit et que l'on vienne parler lorsque nous estimons que c'est utile. Sinon, on est là toujours au service de la République. Mais certaines personnes affirmaient que Maître Harold Badibanga était déçu, n'a pas eu sa part du gâteau. Non, mais je ne sais pas si cette part du gâteau que je dois avoir, si je l'ai eu, je dois le dire à qui ou partager cette part avec qui. Je peux affirmer que je l'ai eu, tout comme je peux affirmer que je ne l'ai pas eu. Ce qui importe pour Maître Harold Badibanga, c'est être au service de la République quand la République a besoin de lui et quand il estime qu'il peut faire une quelconque analyse sur le pays pour la bonne marche de la République. Sinon, un avocat n'a pas besoin d'une part de gâteau. Alors, Maître Harold Badibanga, aujourd'hui sur le plateau de l'Info 7, la population qui vous suit en ce moment, on peut considérer que c'est un retour actif? Non, pas un retour comme tel parce que j'ai toujours été là, mais c'est plutôt la fréquence qui a un peu diminué compte tenu de lourdes tâches que nous avons ça et là. Vous pouvez être attendu sur un plateau de télévision, mais vous avez une audience. Vous pouvez être attendu sur un plateau de télévision, mais vous avez un déplacement à faire. Les choses ne sont plus vraiment comme elles étaient avant. Trop d'occupation maintenant, mais ce n'est pas ça qui nous empêche d'être patriotes, africanistes, nationalistes, convaincus et convaincus. Est-ce un message que Maître Harold Badibanga est en train de transmettre à certains qui considèrent que l'argent, ce n'est qu'en politique? Oui, mais les gens pensent que pour avoir un peu d'argent, il faut faire la politique. Et pourtant, la politique doit se faire par passion. Par envie d'aider, de changer des choses, de contribuer à quelque chose qui a été fait. C'est ça votre logique. Par les idées. Alors, quand on a faim, on estime qu'il faut être en politique pour avoir de l'argent. Ça ne s'appelle pas la politique, ça s'appelle le ventriloquisme. Ce qui est une très mauvaise chose dans un pays où, pour avoir un peu du pain, il faut être en politique. C'est comme ça que vous avez beaucoup de politiques qui, lorsqu'ils ont la possibilité de gérer, ils se mettent à détourner parce qu'ils étaient venus pour avoir l'argent. D'ailleurs, sous d'autres cieux, pour faire de la politique, il faut d'abord avoir de l'argent. Quand vous voyez le degré de la campagne faite par Donald Trump, Joe Biden, et même lorsque vous allez en Afrique du Sud, le genre de campagne qui se font, c'est l'argent qui parle. Ce n'est pas une mince affaire que de louer des avions, de placer un candidat qui soit candidat député national, candidat président de la République. Ce n'est pas la mince affaire. Ici, vous avez une marmaille de candidats, mais dans les faits, c'est pratiquement 5% qui arrivent à faire la campagne. La conclusion, c'est quoi? Ils ont faim, ils sont chômeurs, ils viennent parce que c'est là qu'il faut se taper un peu d'argent. Alors que sous d'autres cieux, la politique ne développe pas un pays, mais on a l'impression qu'en République démocratique du Congo, c'est la politique qui veut développer les pays.
C'est pas la politique qui veut développer le pays comme tel, mais les gens le pensent ainsi. Et comme on dit, le poète, en des jours impies, prépare des jours meilleurs. C'est maintenant nous qui sommes considérés comme leaders d'opinion, qui sommes considérés comme élites, qui devons travailler sur le mental, surtout des jeunes, qui, lorsqu'ils sont à l'université, doivent se dire, nous sommes des potentiels chercheurs, nous sommes des potentiels hommes d'affaires, nous sommes des potentiels investisseurs. L'avenir. Et effectivement, si déjà au niveau de l'école primaire, au niveau de l'université, au niveau des humanités, on inculque ça à notre jeunesse, je crois que dans 10-15 ans, la situation va changer. Mais je suis étonné, lors des dernières élections, même les étudiants étaient des candidats. Alors je me suis posé la question de savoir, un monsieur pris en charge par sa famille du point de vue de Minerval, de transport, achat des syllabus, mais il s'est fait candidat pour battre campagne où et de quelle manière. Alors ça, c'est parmi les tares que nous avons ici. Par rapport à ça, je peux affirmer sans être contredit que le mal est profond. Il n'a pas commencé aujourd'hui. Raison pour laquelle je pense que ce n'est pas une affaire de l'État en tant que puissance publique. Et c'est l'affaire de qui alors? C'est plutôt une affaire de tout homme et de tout l'homme. C'est-à-dire, la sensibilisation doit être faite de manière multidimensionnelle à partir de la famille. Chaque parent doit aider ses enfants à intérioriser ça. Au niveau de l'école, je suis désolé aujourd'hui que l'école est de missionnaires. De ce point de vue-là, oui. Parce que nous n'avons plus le cours d'éducation civique dans ce pays. Quand bien même sous le maréchal, ce cours était moboutisé, mais il y avait quand même quelque chose, ne fût-ce que de 20% qui nous aidait à aimer ce pays, qui nous aidait à avoir des valeurs sociétales. Aujourd'hui, ce cours n'existe pas, mais vous vous rendrez compte que dans le cursus d'un élève de la 6e des humanités qui va vers l'obtention d'un diplôme d'État, madame, c'est grave. Vous vous rendrez compte, par exemple, que dans le cours de géographie, on apprend à un élève futur responsable de la République démocratique du Congo toutes les mers, tous les océans à travers le monde. Alors qu'en RDC, on ne lui apprend jamais la rivière de Kalela à Tabeakamwanga. On ne lui apprend pas le barrage de Mobaïmbongo à l'équateur. Ce qui est grave. Vous vous rendrez compte que dans on apprend qu'il a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Mais c'est grave. Jusqu'ici, cette notion n'a même pas été changée alors qu'on sait que c'était un mensonge grossier, parce que celui qui prétend avoir découvert l'embouchure du fleuve Congo ne nous dira pas qu'il était le premier être humain à fouler ces pieds-là. Il y a des ancêtres congolais qui vivaient là depuis des années. Dans le cours d'histoire, malheureusement, on a grandi avec. Voilà, dans le cours d'histoire, on vous apprendra Jeanne d'Arc, comment elle a fait pour gagner, provoquer une révolution en France. On vous apprendra l'histoire de Pompidou. Mais on ne vous apprendra jamais l'histoire de Lumumba, de Kimbangu, de Kimpavita. Mon Dieu, mais nous sommes où? Et nous, en tant que cadre universitaire, nous, en tant que chercheurs, nous, en tant que scientifiques, comme je le disais tout à l'heure, c'est en des jours impies que le prophète prépare des jours meilleurs. Nous devons tirer une sonnette d'alarme dès maintenant, surtout en direction du ministère de l'enseignement primaire et secondaire, pour que ce programme change. Oui. Alors, tantôt, vous avez dit que la responsabilité est partagée, la famille a sa part de responsabilité, l'école également, mais l'Église. Est-ce que l'Église aujourd'hui joue correctement son rôle? Il faut faire la part des choses. Parmi les pasteurs, là je parle de l'Église comme on l'appelle corps du Christ. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais je pense que l'Église au Congo est efficace à 5%. À 5%? Oui, à 5%. Je suis désolé de vous le dire. J'appelle beaucoup d'églises des boutiques alléluiatiques. Des boutiques? Oui, ce sont, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ce sont des boutiques dans lesquelles on vend les alléluia.
ce sont les agences de prière. Donc, on a organisé juste on a fait une petite organisation pour prier à la sauvette sur les gens. Mais au fond, c'est la recherche du lucre. Je les appelle agences de prière, je les appelle supermarchés religieux. Ah? Je les appelle industrie de peur. Mais pourquoi? Parce que au fond, ce n'est pas la prière. Au fond, ce n'est pas l'éducation de l'homme. Et madame, vous vivez, c'est la recherche du lucre, c'est l'aventurisme sur la poche de celui que l'on prétend évangéliser. Comment vous êtes alors que même dans la Bible, il y a eu des offrandes qu'on voit, il fallait des sacrifices. Les offrandes, c'est qu'on essaie de faire dans les offrandes, la dîme, madame, toutes ces actions dites de générosité en faveur des pasteurs doivent être l'accessoire et non le principal. Mais de nos jours, c'est pratiquement le contraire. Dites-moi un peu, vous vivez à Kinshasa avec moi, vous pouvez me regarder dans les yeux, me confirmer qu'à travers les prédications que vous suivez, ça et là même dans les réseaux sociaux, vous avez déjà vu 5% des pasteurs prêcher la conversion. Je ne pense pas. C'est toujours le voyage, c'est toujours la bénédiction, c'est toujours, on vend la prospérité, on fait peur parce que si tu ne viens pas pour que tu t'agenouilles et que je prie pour toi, les démons de ta famille vont. On dit toujours, avant la fin de cette année, tu seras ceci, tu seras cela. Et c'est le même discours qui revient chaque année. Mais nous sommes là, alléluia, amen. La religion à Kinshasa, en République démocratique du Congo de manière générale et en Afrique, je la compare au vernis. Oui, je la compare à la poudre. C'est du cosmétique qu'on met au visage pour être beau. Un moment, on se lave et ça part. C'est-à-dire que la religion n'a pas de l'impact dans le vivre quotidien, dans le vivre collectif du Congolais. Et qui est à la base de cette situation? Parce qu'on dit nul n'est au-dessus de l'État. Celui qui est à la base de cette situation, je pense une fois de plus que c'est l'État. Parce que c'est un secteur dans lequel on doit mettre de l'ordre. Mais mon Dieu, au nom de quel Dieu on peut trouver 15 boutiques alléluiatiques sur une même avenue? Et quand ça se met à tempêter, c'est grave. Vous ne pouvez même pas lire un ouvrage. Vous ne pouvez même pas parler en famille avec quiétude. Et quand vous les interpellez, on dit non, ce type-là, c'est un rosicrucien, nos prières sont en train de le déranger, n'importe quoi. C'est le moment où nous devons comprendre que oui, il faut prier. Mais oui, les pasteurs, toutes tendances confondues, doivent d'abord prendre conscience qu'il faut changer l'homme. Parce que l'homme vit dans la société et c'est par la foi qu'il obtient de son pasteur qu'il peut changer la société. Aujourd'hui, tous les corrupteurs, tous les corrompus, tous les koulouna, tous ceux qui mentent, mais ils fréquentent des églises. Chaque dimanche, ils sont à l'église. Raison pour laquelle je me dis que la présence à l'église, c'est du cosmétique, c'est comme du vernis. On a mis, ça va s'enlever un jour. Donc, on met ça pendant quelques heures à la messe, à l'église, mais immédiatement après ça, on est quelqu'un d'autre qui fait n'importe quoi. Madame, Messieurs, place à présent à ce premier dossier de notre rendez-vous de la semaine. Clarifier les choses et de faire voler en éclats tous les mensonges, toute la désinformation, toutes les calomnies, qui n'avaient qu'un seul but, c'est d'avoir la tête du ministre des Finances, qui a été un des ministres les plus performants de l'histoire de ce pays. J'ai dit, on a démontré, on n'avait même pas besoin de revenir là-dessus, c'était des propos dénués de tout fondement, comme s'il n'avait même pas lu le dossier qu'il avait en face de lui. Il parle d'une lettre signée par le fils du prestataire qui est directeur général de la société et qu'il a signé en tant que directeur général de la société pour demander qu'on fasse un paiement, pour préciser un compte qui est le compte de la société, et il dit que c'est suffisant pour lui pour prétendre qu'on a payé le fils qui n'a rien à voir avec le contrat. Donc c'est vraiment une ignorance flagrante. Ce qui est désolant, c'est que cela vient d'un inspecteur des finances, celui qui a fait une déposition lundi dernier. Et c'est même inquiétant pour le pays. Beaucoup de légèreté, énormément de légèreté, de bout en bout. C'est même grave.
c'est une matière, c'est une question qui doit être vraiment réglée. Au-delà des individus, parce que moi je n'ai rien contre les individus, le système, le pays doit bénéficier d'organes de contrôle rigoureux et qui nous rassurent. Et ce qui s'est passé dans cette affaire, je ne dis pas que tout le monde est innocent, mais ce qui s'est passé dans cette affaire a révélé une légèreté qui n'est pas tolérable pour le bien du pays. Mais je n'en veux pas aux individus, je dis bien que les individus ont, je suppose qu'ils ont fait leur travail de bonne foi, mais je crois que nous devons nous regarder en tant que fils de ce pays pour que, à l'avenir, qu'on ne jette pas en pâture gratuitement les gens et que les choses soient faites de la manière la plus correcte possible. Non, moi je suis un chrétien, vous savez, chacun joue son rôle, et puis moi je parle du principe que lorsqu'on est vraiment enfant de Dieu, même lorsque quelqu'un veut vous faire du mal, en fait, il ne sait pas qu'il vous fait du bien. Vous savez, Judas a dû exister pour que nous soyons sauvés. Mais il en est ainsi de la vie. Donc je n'en veux à personne. La République démocratique du Congo, à travers l'Inspection générale des finances, a le réel plaisir de vous accueillir à Kinshasa pour cette conférence panafricaine qui réunit les institutions supérieures de contrôle de l'ordre administratif et en profite pour vous remercier pour les choix portés sur elle au mois d'octobre 2024 à Luanda, en Angola, afin d'assumer la vice-présidence de notre organisation à côté de la République sœur d'Angola qui en assume la présidence jusqu'en 2026. Les choix de la République d'Angola et de la République démocratique du Congo étaient certes dictés par les avancées réalisées par ces deux pays ces 5 dernières années dans la lutte contre la corruption. Mesdames et messieurs les chefs de délégation et distingués invités, depuis son accession à la magistrature suprême de notre pays, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État de la RDC, ne cesse de s'employer pour améliorer la gouvernance publique dans notre pays. Dans ce cadre, une redynamisation et une revitalisation de toutes les structures de lutte contre la corruption dans notre pays a été entamée, à savoir la Cour des comptes, l'Agence pour la prévention de la lutte contre la corruption APLC, la Cellule nationale de renseignement financier CENAREF, ainsi que l'Inspection générale des finances. Tout récemment, un département d'intelligence économique et financière a été mis en place. Pour répondre aux attentes de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'Inspection générale des finances de la RDC a décidé de s'investir dans une méthode préventive de la lutte contre la corruption et de la mauvaise gouvernance en mettant en place les contrôles a priori mis en œuvre sous d'autres cieux à travers les visas préalables de toute dépense publique. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole ce jour devant cette auguste assemblée à l'occasion de l'ouverture des travaux des États généraux des entreprises du portefeuille de l'État sous le thème « Faire du portefeuille de l'État un puissant levier de croissance économique et du développement social ». Ce rendez-vous historique, décidé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à qui je réitère mes hommages les plus déférents, lors de la deuxième réunion du Conseil des ministres, marque sa détermination à réorganiser ces entreprises dans le but d'en faire des outils efficaces et stratégiques pour la croissance économique et le progrès social. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'occasion m'est ainsi donnée d'adresser mes sincères remerciements ainsi que mes chaleureuses félicitations au Président de la République, chef de l'État, pour sa clairvoyance, l'intérêt et l'importance qu'il accorde aux entreprises du portefeuille de l'État au regard de ce qu'elles représentent en tant que catalyseurs de la prospérité. En effet, l'État congolais a choisi depuis des lustres de disposer des entreprises où il est actionnaire unique
et de prendre ou maintenir des participations dans des entreprises de divers secteurs de la vie économique. Ces choix pertinents est justifié par des raisons stratégiques. Le besoin d'intégration économique et de la rentabilité du capital, des actions ou des titres, celui d'atténuation du risque d'investissement public par la diversification des participations ou placements en raison de l'absence ou l'insuffisance d'intérêt privé dans un secteur donné et pour tout autre impératif d'intérêt public porté par une activité économique. Mesdames et messieurs, ces entreprises, constituant l'un des maillons importants de l'économie congolaise, devraient participer substantiellement à la mise en œuvre des politiques publiques. Elles devraient en outre générer directement ou indirectement des avantages pour l'éclosion des autres activités économiques et favoriser le développement d'autres secteurs économiques. Alors, Maître Harold Badibanga, vous avez décrié ce comportement à tous les niveaux, au niveau d'abord de la société, de la famille, au niveau même des églises. Que faut-il faire à ce jour pour relever ce défi? Je disais tout à l'heure, la prise de conscience à tous les niveaux. Les parents d'abord, parce que c'est eux qui sont les premiers éducateurs de l'être humain, donc de l'enfant. Au niveau de l'école, il y a des programmes qui sont devenus obsolètes. Il faut les élaguer, les remplacer. Il y a eu plusieurs fois des réformes dans le secteur. Je n'en ai pas vu une, c'était du blabla. Des véritables réformes doivent toucher à la quintessence de la formation. Ce n'est pas quand on passe par exemple des appellations. Première, secondaire et deuxième, on l'appelle septième et huitième. On appelle ça réforme. On n'a pas touché le fond. Mon œil. Je pense que la réforme doit aller du programme intégral de la formation. Je ne vois pas en quoi un diplômé d'État en République démocratique du Congo, comme je le disais tout à l'heure, doit connaître absolument l'histoire des États-Unis, l'histoire du Nigeria. Plus de 60 ans d'indépendance de la RDC, c'est comme si la RDC n'avait pas une histoire. On n'en parle pas, alors que toutes ces bêtises-là, les Américains ne les apprennent pas sur la RDC. Alors, un patriote, c'est quelqu'un qu'on a appris à aimer son pays dès le bas âge. Voilà pourquoi je parle du rôle du parent. Je parle du rôle de l'Église par rapport à la formation, à la prédication patriotique. Je parle de l'école dont le programme doit être changé de fond en comble. Je parle, in fine, de l'État. Parce que l'État, c'est la super puissance qui doit, si jamais il y a de la résistance, y aller même par coercition. Parce que c'est pas le professeur Onvio qui va me contredire. Il a toujours dit que dans un État, c'est dans un pays, voulais-je dire, c'est l'État qui est la seule puissance publique qui a l'autorisation ou la possibilité d'utiliser même la violence, pourvu qu'elle vienne, cette violence, réinstaller l'ordre, réinstaller la quiétude, réinstaller le fonctionnement normal dans un pays. C'est comme ça que je dis, personne ne peut s'échapper de la chaîne de la responsabilité, mais la plus grande responsabilité revient à l'État en tant que puissance publique. Alors parlons de ce procès, j'allais dire forage. Vous avez suivi l'ancien ministre développement rural qui avait chargé l'ancien ministre des Finances Nicolas Kazadi à son tour devant les juges, devant le tribunal. Il a également une fois de plus chargé encore François Robota, Maître Harold Badibanga. Comment est-ce que vous voyez ce dossier forage? Madame, c'est une épine sous mon pied parce qu'un avocat ne peut pas aborder une question de justice pendant qu'elle est pendante. Mais là, je suis reçu quand même comme un analyste politique et non comme avocat. Je vais essayer d'y aller sans toucher à la déontologie. Il est certes vrai que le mensonge, ça c'est le prof Kalombo Mbanga qui le dit, est un droit pour un prévenu. Le mensonge est un droit pour un prévenu. C'est-à-dire quoi de manière claire? Madame Noëlla est
est inculpée pour quelques faits. Elle a par exemple volé ceci ou cela. Le fait pour elle de nier par devers le juge, le fait qu'elle ait volé n'est pas une infraction pour elle dans la mesure où elle le faisait par devers le juge pour se défendre. Sinon, on l'aurait poursuivi et pour les faits pour lesquels elle est devant le juge, mais aussi pour avoir trompé le tribunal. C'est pour dire quoi? Tous ceux qui interviennent dans ce procès de la honte, c'est vraiment un procès de la honte, parce qu'au moment où on parle, il y a des mamans à Kitokimosi, à Kabekamanga chez moi, à Bongandanga, à Popo Kabata, et j'en passe le meilleur, qui accouchent, même sur les nattes, ça continue. Qui accouchent sans lumière. Mais pour construire une maternité à Bongayasa, dans le Bandundu, construire une maternité à Kaivemba, Kaindunda, dans le Congo central, ça peut vous prendre à peine 50 000 $. Mais lorsque cet argent, je précise, c'est l'argent du contribuable congolais, donc c'est l'argent qui appartient à cet élève qui étudie à même le sol chez moi à Kabekamanga, et vous faites de cet argent ce que l'on voit là-bas, c'est grave. Mais néanmoins, c'est une affaire qui est pendante en justice. Je suis très heureux, très satisfait du fait que finalement, l'ancien ministre des Finances ait été cité à comparaître, ne fût-ce qu'en tant que renseignant, sinon ça aurait été toute autre chose, sauf le procès. Parce qu'en tant que ministre des Finances, il a eu à accepter, à possibiliser certaines transactions. Je ne pense pas que tout ce qui s'est passé se serait fait sans qu'il ne soit intervenu. Mais dès lors qu'il est intervenu, il devait comparaître. Et comme je le dis, il a droit de mentir, mais quid la tête apparaît vite. Mentez, il en restera toujours quelque chose. C'est comme ça que j'en appelle à la conscience des magistrats et des juges qui ont cette affaire. Cette affaire va rester dans les annales de l'appareil judiciaire congolais comme l'un des éléments de la jurisprudence, qu'ils fassent parler leur conscience et le droit et non autre chose, parce que ce sont des procès comme ça qui nous permettent de juger le niveau de la justice de la République démocratique du Congo. Voilà tout ce que je peux dire. Le président de la République n'a cessé de s'inquiéter pour dire que la justice congolaise est malade. Oui, mais ces propos-là de son Excellence, Monsieur le Président de la République, ont été très mal interprétés. Oui, dans la rue, on pense qu'une justice malade est une justice inexistante. Non, c'est pas ça? Ce n'est pas ça. Alors, qu'est-ce que le président a voulu dire? Le président a voulu dire que notre appareil judiciaire a des problèmes qu'il faille résoudre. C'est un secret de polichinelle. Okay. Mais les gens vont outre ce que le chef de l'État a dit. Il faut avoir beaucoup de respect pour nos magistrats. Il faut avoir beaucoup de respect pour nos avocats. Tout homme, même vous et moi, si nous passons par un check-up maintenant là, on nous dira que nous ne sommes pas en bonne santé. Mais nous marchons, nous sommes à l'aise. C'est-à-dire la justice est malade, mais elle n'est pas inexistante. L'appareil judiciaire fonctionne avec ses qualités, avec ses défauts. Mais là où, ça ne va pas, il faut prendre conscience, comme le chef de l'État l'a dit, comme le ministre de la Justice, Motamba, est en train de le faire pour redresser la situation. Mais de là à penser que nous n'avons pas de justice dans ce pays, parce que j'entends parler, nous n'avons pas de justice dans ce pays, ben je dis, les gens ne comprennent pas, mais heureusement que nous sommes dans un pays où on est tous aptes à faire dire à quelqu'un ce qu'il n'a pas dit. Alors, Journée mondiale contre la corruption, Jules Alinguété a organisé une rencontre. Le président de la République a pris part à cette rencontre. Mais parlons quand même de la corruption. Félix Tshisekedi est arrivé. C'était vraiment un défi qu'il devait relever. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi a réussi à lutter contre la corruption?
Madame, nous devons partir des concepts avant de les matérialiser. Vous avez la bonne gouvernance, vous avez la démocratie, vous avez la lutte contre la corruption, vous avez, ce sont des idéaux. Un idéal par essence n'a jamais été atteint. C'est une lutte de tous les jours, c'est comme la performance, c'est comme la richesse. Comme on le dit, nul n'est plus riche qu'il peut tout avoir et nul n'est plus pauvre qu'il peut tout manquer. Okay. Les défis à relever dans l'appareil judiciaire, surtout par rapport à la lutte contre la corruption, ce défi est majeur parce que la corruption était ou elle est ancrée dans l'ADN de l'Africain, du Congolais, de l'homme de manière générale, même aux États-Unis, même en France. Mais ici, nous devons comprendre que la volonté du chef de l'État, c'est de s'améliorer jusqu'à atteindre, par exemple, le niveau... Est-ce qu'il y a une amélioration? Il y a eu amélioration dans la mesure où s'il n'y avait pas amélioration, Kazadi, Rubota et consorts ne seraient pas devant la justice aujourd'hui. Certaines personnes pensent que c'est juste des mascarades. Bon, c'est de leur droit de penser ainsi, mais je sais que dans ce pays, il y a des ministres qui ont été interpellés, qui ont raté, qui ont perdu leur job tout simplement parce qu'ils étaient cités dans des affaires de corruption. Combattre la corruption ou se dire que la lutte de Tshisekedi a réussi de ce point de vue-là n'est pas le fait de voir les innocents condamnés alors qu'ils n'ont rien fait. C'est le sens même de l'action de la justice. Vous êtes cité dans une affaire, on vous entend. Si on se rend compte que ce n'était que des soupçons, l'enquête a été faite, c'est aussi ça le sens de la justice, de remettre à quelqu'un sa liberté au moment où il la mérite. Parlons du procès 100 jours. Qu'il ait eu cru. Il y a eu quand même des jugements et des condamnations dans cette affaire-là, quand bien même... Après, le tombeau est resté vide. Non. Quand bien même le commun des mortels pense que c'était un procès de mascarade, mais lorsque quelqu'un est condamné pour fait de corruption, il est obligé de restituer ce bien dans le trésor public. Alors, au lieu de conclure... Est-ce que toutes ces personnes ont restitué? Parce que c'est ça aussi l'inquiétude. C'est de ça que je parle. Au lieu que la rue conclue que ces gens n'ont pas restitué, il faut aller auprès du trésor public pour vérifier. Raison pour laquelle je dis, pour éviter, c'est pourquoi je félicite et je regrette l'absence de Mende comme porte-parole du gouvernement. Vous regrettez l'absence de Mende? Je ne regrette pas, je regrette totalement. Vous regrettez Mende ne permettait pas à la population de se poser des questions. Pendant que vous faites des supputations, lui vient vous dire qu'il ne s'agit pas de ceci ou de cela, il s'agit plutôt de... C'est ça le rôle du porte-parole d'un gouvernement. Donc, ici, j'aurais bien voulu, par rapport à cette question-là, que le trésor public, mieux le gouvernement, communique sur l'issue de ce procès-là par rapport pour apaiser les esprits, oui, maintenant, et éviter les spéculations. Voilà, c'est tout le monde qui raisonne à sa manière et le gouvernement ne communique pas. Est-ce que, Maître Harold, vous êtes en train de dire que Patrick Muyaya n'est pas à la hauteur de ses tâches? Il fait son travail, mais pas comme Mende le faisait. Ici, on se pose des questions. On se pose des questions sur certaines affaires, ce n'est pas normal. Le ministre Muyaya travaille bien, mais il a des choses qu'il doit améliorer. Il devrait se rapprocher de Lambert Mende pour apprendre plus. Il n'y a pas du mal à apprendre. Même à l'extrême vieillesse, il n'y a ni honte, ni du mal. Moi, si j'ai des limites dans le domaine de la communication, je n'aurai pas honte de venir vers vous. Il faut être humble scientifiquement. Et c'est cette humilité scientifique qui fait que quelqu'un devienne grand. Alors, est-ce que, d'une part, vous êtes en train de nous dire que les spéculations au sein de la communauté, le ministre, le porte-parole du gouvernement, est aussi responsable? Naturellement, c'est ça que je dis en d'autres mots, je l'affirme sans embâche. Il y a des informations, par exemple, liées à la sécurité,
liées à des sensibilités. Ça, on ne communique pas de n'importe quelle manière. Mais des questions comme celles que vous venez de poser, on devait avoir des réponses en amont. Il ne faut pas permettre, lorsque la rumeur circule et qu'il n'y a pas une clarification officielle, la rumeur s'amplifie et là, elle prend la place de la réalité, de la vérité, de la réalité, ce qui n'est pas bon. Il y a des choses dans différents domaines qui doivent être refaites et révisées et améliorées. Nul ne peut se taper la poitrine pour dire qu'il est efficace à 100%. Là où ça ne va pas, même les 2% là, il faut améliorer et c'est une obligation. Donc vous donnez raison aujourd'hui à ceux qui estiment que Félix Tshisekedi et ces différents gouvernements qui sont passés ont fait quand même du bon travail, mais c'est le manque de communication. Il n'y a pas une communication pour donner les éléments, les informations qu'il faut à la communauté. Je suis très heureux que vous ayez soulevé cette problématique. J'évolue sous la houlette politique d'un leader qui s'appelle Pius Mwabilo. Il m'a toujours dit qu'un chef ne vaut que ce que son entourage vaut. Un chef ne vaut que ce que son entourage vaut. Ça veut beaucoup dire. Ça dit beaucoup. Lorsqu'un chef de l'État prend parole en public, il fait une promesse. Ce n'est pas à lui de venir le lendemain pour voir si ça a été fait. Il y a un responsable autour du chef de l'État chargé de cette question dont le chef de l'État a parlé. Le lendemain, il doit possibiliser une mission de service, aller sur place, voir ce qu'il faut faire par rapport à la promesse du président de la République. Y revenir 3 mois, 6 mois après pour voir si quelque chose a été déjà fait. Il ne faut pas que le chef attende, mobilise ces gens à tout moment. Parce que le chef n'a pas que ça à faire. Ce n'est pas pour rien qu'il a des conseillers, il a des ministres. Mwabilo m'ajoute en disant au chef, on n'amène pas de problèmes, on amène des solutions. Alors, il faut venir avec des initiatives. Chef, j'ai déjà entamé ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je ne peux pas venir auprès du chef dire, est-ce que vous savez qu'à Kabeka-Manga, il n'y a pas d'eau? Mais le chef d'État va faire quoi? Il faut que le ministre du Développement rural contracte avec je ne sais pas moi quel partenaire pour qu'il y ait des forages d'eau à Kabeka-Manga, qu'il échange avec son collègue de l'énergie pour qu'il y ait du courant. Mais lorsque ça bloque du point de vue des finances, il en a parlé déjà au ministre des Finances, il revient au chef pour présenter la situation et solliciter son appui. Donc, Félix Tshisekedi n'a pas de bons collaborateurs parce qu'aujourd'hui, l'opinion, quand Félix parle, encore des promesses, encore des promesses, encore des promesses. Donc, il y a un distinguo net à faire. Le chef de l'État a des collaborateurs, mais beaucoup ne l'aident pas. Je ne dis pas que tout le monde n'est pas bon, mais beaucoup ne l'aident pas. Et je suis clair. Un mauvais casting pour Félix Tshisekedi, c'est ça. Je suis clair comme l'eau claire dans un verre clair. Beaucoup ne l'aident pas parce que nous sommes sur un plateau de télévision. Il y a des choses que l'on ne peut pas sortir comme ça, mais beaucoup doivent être derrière l'action du chef. Le chef a dit ceci, on doit le faire. Le chef a dit... S'il travaillait de cette façon, la population ne devait pas enregistrer autant de promesses non réalisées. Non. La population, elle... Ce n'est pas d'ailleurs la population, mais c'est plutôt les gens qui font du politicisme en lieu et place de la... Comment ça? La population suit également les discours du président de la République. Attendez. Allez-y. Mais ceux qui parlent sur les réseaux sociaux, ce sont des leaders politiques oppositionnistes. Dans la gestion d'un pays, le chef d'État doit promettre pour être évalué. On évalue l'action de quelqu'un par rapport à ses promesses, non? Autant de promesses non réalisées, ça inquiète également. Non. Autant de promesses, autant de réalisations, autant de promesses pour l'avenir. Ici, la République démocratique du Congo, le peuple congolais, c'est comme un enfant qui vous dit, maman Noëlla, j'ai besoin du pain le matin pour aller à l'école et du jus. Vous le lui donnez. Le lendemain, il reviendra. Parce que les besoins sont continuels jusqu'à ce qu'il finisse. C'est ça la situation dans tous les États. Mais quand j'apprends que Tshisekedi fait des promesses sans les réaliser, ça c'est un discours
politicien, dans la mesure où, avec la gratuité de la maternité, c'était une promesse. Réalisée ou pas réalisée. La gratuité de l'enseignement primaire et secondaire, même s'il y a de l'enseignement primaire, même s'il y a de petits problèmes, c'était une promesse réalisée, oui ou non, réalisée. Aujourd'hui, lorsque nous parlons du projet 145 territoires, il suffit de bouger. Aujourd'hui, la route Talambambouj-Kananga, Kananga, Kabeka-Mwanga, Kabeka-Mwanga, Mbujimai, Mbujimai, Kabinda, Mbujimai, Mouenedit, jusqu'à sortir par la province du Maniema. C'était une promesse. Aujourd'hui, ce sont des réalisations. Qui peine également. Ça peine. Cette route peine quand même aussi. Non, écoutez, ça doit peiner parce que ni vous ni moi, personne n'est ingénieur. Il faut avoir des données techniques de terrain pour savoir pourquoi ça l'argent, il n'y a pas d'argent. À un moment, les travaux sont aux arrêts. À un moment, les travaux ont repris. Là, c'est lorsqu'on dit qu'il n'y a pas d'argent, un problème de corruption, il faut sévir. Mais là où les travaux se font, il faut le dire. Aujourd'hui, à Guémena, il y a du courant. Qui en parle? Mais on devait en parler. C'est de ça que je parle. Il a quand même un porte-parole. C'est de ça que je parle. Le chef de l'État, dans ces 6 ans, a beaucoup fait. Il est en train de beaucoup faire. Mais la population veut savoir ce qu'il fait. Parce qu'on n'en parle pas. Voilà même le porte-parole du président lui-même. De ce point de vue, vous avez totalement raison. Il faut que la communication autour du chef cesse d'être une communication des communiqués et des ordonnances présidentielles. Il faut une action à visibiliser tout ce que le chef de l'État a fait et est en train de faire. Madame, Messieurs, place à présent à ce deuxième dossier de notre rendez-vous de la semaine. Mes très chers compatriotes, il est vrai que la question de la vie chère s'invite aujourd'hui sur la table des décideurs que nous sommes. Je tiens cependant à rassurer la population. Dès la formation du gouvernement, après ma réélection, j'ai instruit la Première ministre de prendre des mesures urgentes pour protéger et renforcer le pouvoir d'achat des ménages. C'est dans cet élan que plusieurs mesures ont été prises, notamment la baisse des prix à la pompe, la stabilisation des prix des tarifs pétroliers et l'apurement des dettes des sociétés pétrolières. Concrètement, le jeudi 3 octobre 2024, dans la zone ouest, le litre d'essence est passé de 3 340 à 2 990,49 francs congolais. Et celui du gazoil est passé de 3 435 à 2 979,73 francs congolais. Ces ajustements représentent une diminution de 10% sur l'essence et de 13% sur le gazoil, soit une baisse moyenne d'environ 12% sur l'ensemble des produits. Les répercussions sont déjà visibles. D'une part, la consommation de carburant chez CEP Congo a bondi de 45 000 m3 par mois en moyenne à 60 000 m3, soit une hausse de 33%. D'autre part, transporteurs locaux, motocyclistes et chauffeurs de taxi réalisent désormais des économies substantielles sur leurs achats de carburant, tandis que les entreprises bénéficient d'une réduction de leurs dépenses en indemnités kilométriques, libérant ainsi des ressources pour d'autres projets. À la suite de cette baisse des produits pétroliers et dans cet élan visant à protéger et renforcer le pouvoir d'achat de notre population, le gouvernement a engagé des discussions avec les importateurs. Grâce à ces efforts conjugués, nous enregistrons aujourd'hui une baisse de 5 à 11% sur ces produits de base. Ce résultat témoigne de notre volonté inébranlable d'améliorer les conditions de vie de chaque Congolaise et de chaque Congolais.
La République démocratique du Congo s'est dotée du plan national stratégique de développement, le PNSD 2024-2028, un cadre ambitieux pour concrétiser la vision de développement du pays à l'horizon 2050. Cette vision repose sur la valorisation des immenses potentiels de nos secteurs extractifs et agricoles, avec pour objectif de bâtir une économie diversifiée, inclusive et résiliente. Au cœur de cette transformation, le secteur agricole joue un rôle central. Garantir la souveraineté alimentaire, réduire la pauvreté, créer des emplois et renforcer la stabilité macroéconomique. L'agriculture devient ainsi le levier stratégique pour convertir nos richesses naturelles en prospérité durable, permettant enfin au sol de prendre sa revanche sur le sous-sol. Malgré des atouts exceptionnels, près de 80 millions d'hectares de terres arables, une diversité climatique remarquable et l'un des réseaux hydrographiques les plus denses au monde, notre pays peine à révéler pleinement son potentiel agricole. Cette sous-exploitation se traduit par des faibles rendements et une dépendance excessive aux importations alimentaires chiffrée à plus de 3 milliards de dollars américains par an. Les conflits armés dans le nord Kivu, le sud Kivu, l'Ituri, le Mai-Ndombe, le Kwilu et le Kwango, combinés à l'accès limité au financement, aux intrants agricoles et à des infrastructures insuffisantes, entravent profondément les chaînes d'approvisionnement et la production locale. Pour faire face à ces défis, le gouvernement, dans le cadre du programme d'action 2024-2028, a mis en œuvre, dès 2024, des initiatives concrètes visant à redynamiser le secteur agricole. Celles-ci ciblent les producteurs locaux, ménages, coopératives et entrepreneurs afin d'accroître la productivité et de consolider la production nationale. En s'appuyant sur ces efforts, notre nation entend réduire sa dépendance alimentaire, renforcer sa souveraineté économique et faire de l'agriculture le levier d'une croissance inclusive et durable en parfaite harmonie avec les aspirations de la vision 2050. Les discours sur l'état de la nation de M. Tshisekedi n'étaient qu'un antiponnage truffé de démagogie. Il a annoncé la réhabilitation de 38 000 km de routes de dessertes agricoles ici par jour pour les 26 provinces, alors qu'il n'a pas pu achever en 3 ans les 230 km de routes Kalambambouchi qui devaient être construites en terre battue. Qui peut encore croire à ces promesses extemporanées, détournements et rétrocommissions? Ces discours n'étaient ni un bilan crédible, ni une feuille de route sérieuse pour le pays. Quand je l'écoute parler de la sécurité, c'est une vraie mystification totale. Après 3 ans d'état de siège, il faut faire le bilan. C'est quoi le bilan de ces 3 ans? C'est plus de 7 millions de déplacés internes et une occupation d'une partie de nos territoires par l'armée rwandaise. M. Tshisekedi, qui crie qu'il est le garant de la nation, n'a même pas le courage aujourd'hui de se rendre dans ce zone ravagée par les escarmouches. Sur l'économie, ces discours est une poudre aux yeux. Alors, Harold Badibanga, vous avez suivi le président de la République devant le Parlement réuni en congrès. Il a fait son discours sur l'état de la nation. Comment est-ce que vous avez accueilli l'allocution de Félix Tshisekedi? Je me suis rendu compte que j'avais affaire à un président de la République très serein, maîtrisant ce qu'il fait et ce qu'il pense faire pour le pays. Il a abordé beaucoup de questions, effectivement, dans le sens dont on parle, de manière à ne pas laisser des zones d'ombre dans la mémoire collective. Il a abordé toutes les questions, surtout ce qu'il pense faire de son peuple pour les restes de son mandat. J'ai aimé le courage avec lequel il a abordé la question relative à la révision constitutionnelle, parce que beaucoup de gens
penser ou pense que ça doit être un tabou, on ne doit pas en parler. J'ai aimé le parcours, le tableau qu'il a brossé des réalisations au niveau du social par rapport à la baisse du prix du carburant. Là, les gens n'en parlent pas. Lorsqu'il a parlé des efforts qui ont été faits ou qui sont en train d'être faits pour relier la République, tous les territoires de la République démocratique du Congo, avec les détails par rapport aux routes qui sont en train d'être faites. Et là, je félicite le directeur général de l'Office de routes qui fait un travail impeccable par rapport à ça. Eh bien, j'ai eu affaire à un président de la République qui maîtrise ce qu'il fait comme travail. Alors d'un côté, les observateurs estiment que Félix Tshisekedi n'a pas été clair lorsqu'il a parlé notamment des embouteillages. Il a parlé du phénomène Kuluna aujourd'hui qui inquiète plus d'un Congolais, surtout en cette fin d'année. Félix Tshisekedi n'a pas été clair lorsqu'il a abordé ces questions. Il n'a pas proposé un plan de redressement. Il devrait quand même apaiser les esprits. Madame. Ça, ce sont les observateurs qui s'inquiètent. Non, ce ne sont pas des observateurs, ce sont des politicistes. Les compétences sont d'attribution. Félix Tshisekedi Antoine, président de la République, n'est pas le gouverneur de la ville de Kinshasa. Quand il aborde la question, ça veut dire qu'il l'a vu, il connaît les préoccupations de sa population de Kinshasa. Il dit, j'invite le gouvernement provincial à prendre des mesures pour que cette situation cesse. La population aurait voulu que Tshisekedi se transborde, qui prenne la place du gouverneur de la ville pour dire, je veux faire ceci, je veux faire ça. Non, il a constaté que ça ne va pas. Il a donné illico presto l'ordre, l'injonction au gouverneur de la ville de prendre la question au sérieux. Comme je venais de le dire, maintenant, ce n'est pas à lui de faire le suivi. Il y a un conseiller en matière d'infrastructure. Qui doit faire ceci. Il y a un conseiller, je ne sais pas moi, en matière de circulation routière ici. Et les ministres de tous ces domaines-là doivent maintenant intervenir auprès du gouverneur pour lui dire, attention, le chef de l'État vous avait demandé de faire ça. Où en sommes-nous? Et lorsque ça n'évolue pas, ils doivent recourir encore auprès du chef pour dire, nous sommes allés, nous avons fait ça, mais nous nous rendons compte que ça n'évolue pas. Nous avons ça comme recette, comme proposition pour que la situation... Mais le chef de l'État doit venir là dire, moi Félix Tshisekedi, par rapport aux embouteillages, je vais faire ça, je vais faire ça. On est où? Nous ne sommes pas quand même dans un champ de patates douces. Il y a quelqu'un qui a quand même commenté, un internaute, qui dit, mais Félix Tshisekedi évoque la question liée aux embouteillages. Il est également responsable des embouteillages. Est-ce qu'on doit le voir partout où il y a inauguration, en évoquant le cas de l'inauguration le samedi du centre culturel, où Félix Tshisekedi devrait se rendre sur le lieu, mais les routes ont été fermées depuis 10 heures, passées jusqu'au-delà de 19 heures. Madame, est-ce que l'embouteillage créé, pas par Tshisekedi, mais par l'inauguration de ce centre culturel qui est le plus grand de l'Afrique centrale aujourd'hui, c'est cet embouteillage-là qui est les embouteillages de tous les jours. Ça, à une fois de c'est juste plus. Pour ce cas, mais on a quand même vu le plan. Tu sais qu'il dit sortir, il va inaugurer. Même, et il y a quelqu'un qui dit même des petites choses, il va toujours inaugurer. De quelles petites choses on parle? Le cas dernier, c'est ce centre culturel-là qui n'est pas n'importe quoi. Mais c'est quand même une référence. Hein. Oui, l'hôpital Mama Yemo, qui était un mourant, qui était plutôt un mouroir. Aujourd'hui, quand il fallait inaugurer ça, le chef d'État ne devait pas se déplacer. Il est en train de répondre aux desiderata de la population. C'est lui qui a été élu, qui a présenté un programme. Et normalement, quand il y a des actions comme ça, il doit y être pour montrer à sa population, au nom du devoir de la redevabilité, que voilà ce que je vous avais promis, ça y est. Il ne faut pas que les gens arrivent à chercher les pouces sur la tête d'un chauve, tout simplement parce qu'on n'est pas d'accord avec lui du point de vue politique. Les embouteillages d'hier, la sécurité d'un chef de l'État n'est pas n'importe quoi. En dehors du président de la République, Madame Noëlla, à cet endroit-là, il y avait tout le gouvernement.
à cet endroit-là, il y avait les autorités militaires, il y avait des autorités de la police. Les diplomates. Vous vous imaginez un seul instant que la sécurité n'ait pas été renforcée et qu'il y ait une mort d'homme, soit le président de la République, soit le gouvernement. Que devient ce pays envié par les impérialistes à travers M. Kagame Batouari? Donc, quand les gens font leurs analyses un peu bestiales, c'est à la presse de les recadrer. La sécurité d'un président de la République, quand Donald Trump se déplace, quand Joe Biden se déplace, il faut voir. La voiture du président de la République aux États-Unis s'appelle la bête. Un seul pneu pèse 7 tonnes. Allez-y comprendre, je préfère me limiter là. Il faut que les Congolais apprennent à aborder les questions d'État, pas avec état d'âme, mais avec âme d'État. Et nous allons évoluer. Alors la question liée à la vie chère, Félix Tshisekedi en a également parlé. La vie chère, Maître Harold Badibanga, vous le savez quand même, un ventre affamé n'a point d'oreille. Naturellement. Alors il y a aujourd'hui des Congolais qui estiment que Félix Tshisekedi a totalement déçu. Les attentes étaient tellement énormes à l'avènement de Félix Tshisekedi, même au début de son deuxième mandat. Mais maintenant, certains Congolais pensent qu'ils ne savent à quel sens se vouer. Non, maman. Je donnais l'exemple d'un enfant dont le père est responsable totalement. Et les besoins pour un enfant ne se terminent pas. Même lorsque vous serez déjà dans la tombe, c'est mon feu père qui me disait ça. Lorsque vous avez des problèmes, nous sommes africains, vous pouvez aller sur la tombe de votre père et lui parler. C'est-à-dire, dès lors que vous avez des parents, il demeure pour vous plutôt le dernier rempart. Les problèmes du Congo sont énormes. Mais il ne faut pas que l'on confonde les problèmes conjoncturels et les problèmes structurels. La vie chère au Congo, c'est un problème structurel et non conjoncturel. Et donc, pour résoudre cette problématique, il faut y aller avec des solutions structurelles et non conjoncturelles. Je ne suis jamais, Harold Badibanga, d'accord depuis tout le temps. Je ne parle pas seulement sous Félix. Depuis Joseph Kabila, depuis Mobutu. Oui. Je ne suis jamais d'accord que lorsque nous arrivons vers le 25 décembre, le 1er janvier, qu'on se mobilise, non, les poissons chez Star doivent descendre des prix. Ouais. Non, le Congolais doit avoir la vie normale tout le temps. Il ne doit pas manger bien seulement pendant les fêtes. Raison pour laquelle ces solutions-là dont je suis en train de parler, elles sont conjoncturelles. On intervient, le gouvernement intervient parce que c'est Noël, c'est Bonana, c'est la Pâque, on mange. Et dès que c'est le 15 janvier, on a oublié et les prix galopent. Non, raison pour laquelle nous devons, c'est le problème de la communication. Il faut arriver à dire à la population que la vision de Tshisekedi par rapport à ça, elle est structurelle et non conjoncturelle. Aujourd'hui, j'ai parlé des routes. Dans des centres-villes, les centres de consommation, il n'y a presque pas à manger. Alors qu'il y a à manger dans des villages. Dans les villages. Et ce manger-là arrive à pourrir. Ou quand ça arrive à Kinshasa, à Matadi, à Kanangambujima, c'est à prix élevé tout simplement parce que les producteurs ont eu des difficultés à cause de la vétusté des routes pour les déplacer. Raison pour laquelle Tshisekedi pense que résoudre le problème du social des Congolais, c'est structurel. Il faut commencer par la réhabilitation de toutes les routes et en commençant par les routes de dessert agricole. Il faut mettre fin à la corruption. Il a donné la main libre à Alinguete pour qu'il travaille dans le sens que l'argent produit par le contribuable serve vraiment au développement du peuple. C'est ça le social. Le social, il ne faut pas que notre population s'attende à la distribution des poissons, de tonnes. Non, ça n'a rien à voir. Mais alors, Harold Badibanga, vous avez évoqué la question liée aux infrastructures. Aujourd'hui, il y a certains Congolais qui se demandent, face aux besoins
des infrastructures. Par exemple, à Kinshasa, on a Arena aujourd'hui, on ne sait même plus la suite. Est-ce que les travaux continuent? Est-ce que c'était une priorité? On a des bâtisses par-ci, par-là, alors que la priorité aujourd'hui, ce sont les infrastructures. Kinshasa n'a presque plus de routes. Autant on a besoin de routes, autant on a besoin aussi de salles de spectacle. Nos musiciens ne se produisent pas bien ici, tout simplement, parce que même les lieux de divertissement. Mais la priorité des priorités, parce que j'ai toujours dit que dans un État, on doit prioriser le priorisable. Ce sont des infrastructures routières. Mais alors, que deviennent les infrastructures de la francophonie? Il faut s'y mettre. Dans quel état ces infrastructures se trouvent aussi? Raison pour laquelle la communication doit empêcher qu'on se pose toutes ces questions. On doit savoir aujourd'hui pourquoi les travaux de Arena à côté du Stade des Martyrs se sont arrêtés et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils recommencent. L'argent qui a été décaissé pour ça et où? Ça, ce sont des questions auxquelles le gouvernement doit donner des réponses pour que la population ne se pose pas de questions. Mais le social, c'est aussi, parce qu'on dit le social, ça ne va pas, le social, c'est aussi ce dont je parlais tout à l'heure, tu sais qu'il a fait la gratuité de l'enseignement. Vous et moi, peut-être on a 500 francs pour payer des minérales des enfants. Il y a des femmes qui bénéficient gratuitement. Il y a des papas et des mamans qui ne payent plus rien. Ouais. Et cet argent qu'ils payaient pour les minérales des enfants arrive à faire autre chose. C'est ça le social. Le social, c'est aussi la gratuité de la maternité. Okay. Alors, si les gens pensent que le social, c'est... Mais le ventre aussi, c'est le social. Il faut manger. Ah, voilà. Hein? Le ventre, c'est le social, raison pour laquelle j'ai dit que c'est un problème d'ordre structurel. Il faut y apporter des solutions structurelles et non conjoncturelles. Et de ce point de vue-là, quelque chose est en train d'être fait. Alors, Harold Badibanga, avant de prendre ce troisième dossier pour nous permettre de parler de la constitution de la RDC, Martin Fayulu s'est entretenu avec le cardinal Fridolin Ambongo. Ouais. Comment est-ce que vous aviez, vous voyez cette rencontre? Non, nous sommes dans un état très démocratique du Congo. Très démocratique. Oui, nous sommes dans la République très démocratique du Congo. Et du point de vue démocratie, personne ne peut empêcher à personne de rencontrer quelqu'un qui il veut, échanger, surtout que Fayulu, c'est un homme d'État. Ambongo, c'est un prince de l'Église. Ils ne peuvent pas s'empêcher de parler de la République. C'est qui est une très bonne chose. C'est à quoi Harold Badibanga peut s'opposer dans leurs entretiens. C'est quoi? C'est lorsqu'ils peuvent comploter contre la République. Comment ça comploter alors? Non, je dis qu'ils peuvent. Oui, ils peuvent le faire. Comploter? Oui, ils peuvent le faire. Comploter contre la République, c'est dire par exemple sans honte que la Constitution n'a pas droit d'être révisée. Ça, c'est un complot? Un complot dans la mesure où, dans cette Constitution, il y a des dispositions qui nécessitent le changement, la révision. Et dire qu'on ne peut pas toucher à la Constitution, c'est une façon implicite de nous dire que cette Constitution, jusqu'à la parousie au retour de Jésus, elle sera intacte comme telle, alors qu'on dit bien qu'une loi est adaptée et adaptable. C'est-à-dire, lorsqu'on vote une loi, on met sur pied une loi, elle est conforme aux réalités actuelles. Et lorsque ces réalités-là changent, elle doit évoluer. Mais je ne peux pas accepter qu'un scientifique... Et pour vous, ça c'est un complot? Mais oui, c'est un complot contre l'État dans la mesure où nous avons besoin, pour que le pays fonctionne bien, nous avons aussi besoin de bonnes lois. Vrai ou faux vrai? Mais alors, l'opposition s'était également opposée, et permettez cette tautologie, à Joseph Kabila Kabange lorsqu'il a voulu toucher à la Constitution. C'est ça l'inquiétude. Non. C'est même pas Kabila qui avait annoncé, mais on se rappelle que c'est une journaliste qui avait annoncé cela, mais tout le monde s'était quand même levé contre cette... Mais c'est ce que j'appelle l'oppositionnisme. Est-ce que sous Kabila, fallait-il modifier la Constitution, oui ou non?
Est-ce qu'il n'y avait pas des choses qui pouvaient être revues? Oui. Le changement même des dispositions dites intangibles, il est question de ça ou il n'est pas question de ça. Même s'il est question de ça, la Constitution n'appartient pas à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Elle n'appartient pas à Fayulu, au peuple congolais qui en est propriétaire de se décider sous le format prévu par la même Constitution. Il est aberrant de faire croire aux gens qu'on ne peut pas toucher à la Constitution. Madame, Messieurs, place à ces dossiers. Alors que le climat des affaires est morose et que les investisseurs refusent de venir au Congo parce que la corruption bat son plein, M. Félix Tshisekedi voit un Congo prospère. Évidemment, dans son discours, il est en Allemagne d'Afrique, mais dans les faits, nous ne sommes pas plus qu'en Bandaka. Les Congolais sont à Bikoro, vivent à Bikoro. Félix Tshisekedi qualifie le Congo d'un immense chantier. Oui, le Congo est un immense chantier, mais un chantier où le maître d'œuvre et la main-d'œuvre pillent du matériel de construction. Un chantier où le maître d'œuvre pille l'argent qui finance les chantiers. Le maître d'œuvre et la main-d'œuvre détournent les briques, pillent tous les matériels censés construire le Congo. Dans ces conditions, le Congo sera l'enfer dans les jours à venir. Donc, nous savons que c'est du saupoudrage, c'est de la poudre de perlimpinpin. À ce qui concerne la Constitution, évidemment que les Congolais ont droit de réfléchir. Mais c'est ce qui dit que les Congolais doivent réfléchir et voir ce qui va et ce qui ne va pas dans la Constitution. Veuillez lui dire que le peuple congolais a déjà réfléchi. Et pour le peuple congolais, ce qui ne va pas, c'est Félix Tshisekedi et non pas la Constitution. Que les Congolais ont leur opinion assez claire là-dessus. C'est le social qu'il faut changer, ce n'est pas la Constitution. La Constitution n'est pas l'œuvre d'une main étrangère. C'est l'œuvre des Congolais, par les Congolais, pour les Congolais. Dans 48 heures, le Parlement réuni en congrès va accueillir le président de la République pour son traditionnel discours sur l'état de la nation. Avant ces grands orales, attendus par la population, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, est allé rencontrer le chef de l'État pour préparer ces grands événements. Au sujet de la Constitution, les speakers de l'Assemblée nationale adhèrent à l'idée de la mise en place d'une commission interdisciplinaire voulue par le chef de l'État. Nous avons balayé tous les secteurs de la vie nationale. Nous avons parlé du social des Congolais, de l'économie, et ceci nous ramène au développement. Bref, on a passé en revue les 145 territoires. En ce qui concerne la révision constitutionnelle elle-même, je voudrais rappeler aux uns et aux autres, évoquer cette question, ce n'est pas un tabou. C'est dans la même constitution, à l'article 218, où l'on prévoit le mode de sa révision et qui sont habilités à prendre une telle initiative. Au numéro 1, c'est indiqué le président de la République. Au numéro 2, c'est le gouvernement réuni en conseil des ministres. Au numéro 3, c'est chacune des chambres du Parlement par la moitié de sa composition, c'est-à-dire la moitié des députés, la moitié des sénateurs. Au numéro 4, c'est la population congolaise par une pétition de 100 000 personnes. Mais alors, où est le péché? Je ne vois pas où est le péché. Nous sommes toujours dans la légalité constitutionnelle. Mais maintenant, quand on commence à réfléchir,
Certains préfèrent réfléchir à haute voix, d'autres à voix basse. Certains préfèrent aller trop vite en besogne, ce que le président n'a demandé à personne. Le président de la République a indiqué qu'il va mettre en place une commission constitutionnelle qui sera chargée, multidisciplinaire, qui sera chargée de réfléchir sur cette question. Mais cette commission n'est même pas encore mise en place et n'a pas encore réfléchi. Mais il y a des gens qui ont le don de lire ce qui viendra. Mais cette commission, on ne dira pas que c'est une commission seulement de la majorité. C'est une commission qui va réunir toutes les forces politiques et les forces vives de la nation. Alors, Constitution de la République démocratique du Congo, aujourd'hui, il y a des voix dans l'opposition qui affirment que la Constitution ne prévoit pas son changement, encore moins la révision. Madame, c'est une fois de plus une aberration. Une loi est révisitable et à tout moment, compte tenu de ce qu'elle-même prévoit. Dans cette Constitution, tout peut être changé. Vous savez, quand on parle de la révision de la Constitution, les gens pensent que c'est une blague. Ils y amènent les états d'âme au lieu d'y amener l'âme d'État. Les états d'âme. Madame, vous avez un président de la République, je ne parle même pas de Tshisekedi, de Kabila. Ils ont été élus dans ce pays sur base de quoi? D'un programme par eux présenté au peuple congolais dans toutes les provinces. Vous imaginez quand le chef d'État est élu, il nomme un premier ministre selon cette Constitution. Et ce premier ministre avec son gouvernement sont investis par qui? Par l'Assemblée nationale. Sur base de quoi? Du programme du chef du gouvernement présenté aux députés nationaux. Et le pays est géré sur base de quoi? De ce programme-là. Quel devient le programme du chef de l'État pendant la campagne? Et lorsqu'on arrive à la fin du mandat, c'est le chef de l'État qui est responsable et redevable. Non par rapport à son plan présenté, mais par rapport au plan du gouvernement présenté devant les députés. Est-ce que cette constitution est normale? Ne parlons que de ça. Il y a beaucoup à dire. Quoi d'autre? Vous avez dans ce pays des gouverneurs qui sont élus par les députés provinciaux, mais qui sont les représentants directs dans leurs provinces respectives du président de la République. Et le président de la République, qu'il représente de manière effective et valable, ne peut pas les révoquer, ne peut pas les nommer. Il représente le président. Il représente quand même le président. Et il gère sur base de leur programme présenté aux députés provinciaux. Madame, on est où là? Parlons des gouvernements provinciaux toujours dans cette ils servent à quoi? Dès lors que nous avons dans des provinces les chefs de division qui représentent les ministres dans ces provinces-là, pourquoi le gouverneur ne peut pas travailler sur base en s'appuyant sur les différents chefs de division qui représentent les ministres de tutelle? Nous avons dans cette constitution l'élection des conseillers municipaux. Quels sont-ils devenus aujourd'hui? Ils travaillent où? Ils demandent même qu'ils soient payés. Il faut les payer. C'est budgétivore pour rien. Nous avons dans cette constitution, Madame Noëlla, beaucoup de bêtises qu'il faille changer. En se regardant dans les yeux, on sait voir que là, ce sont des mauvaises dispositions. Je vais crever l'abcès. Même ce dont on parle là de les matières dites verrouillées. Dès lors que c'est pour le bien du peuple, où est le problème? Mais comme le débat s'invite, non, c'est Tshisekedi qui veut changer pour se taper. Au pouvoir. Il a même dit que je le fais pour le bien de mon successeur. Il n'a pas dit qu'il va le faire. Et quand même ça peut arriver si le peuple le souhaite. Je le disais ici que la constitution n'appartient pas au peuple, à Tshisekedi, encore moins à quelqu'un d'autre. C'est la constitution du peuple. Cette constitution-là est comparable, cher Noëlla,
à ta maison. Tu en es propriétaire. Lorsque vous sortez le matin, vous dites à un voisin, j'ai un tel programme au travail, c'est le réveillon, je ne reviendrai que demain à 7 h pour ouvrir cette maison. Vous arrivez ici, le programme a changé, vous rentrez chez vous à 22 h, le voisin vous dit, vous n'allez pas ouvrir au Fongolate pour le Baki, au Koya, Kakalobi. Non, mais nous sommes où? Le peuple est dans une démocratie, c'est que Dieu le Père est pour les chrétiens, les musulmans. Et le prof Bibombe est clair par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, dans une démocratie, le chef de l'État est le garant de la nation. Mais il se pose la question lui-même dans cet ouvrage dont l'intitulé m'échappe un peu. Il se pose la question, mais si le président de la République, chef de l'État, est garant de la nation, mais c'est qui le garant du garant? Donc c'est qui le garant du président de la République? Il répond à sa question, à son questionnement en disant le garant du garant, c'est le peuple. Alors personne ne peut empêcher au peuple d'initier des réformes, de changer sa constitution comme il l'entend. Mais ses opposants parlent également au nom du peuple. Martin Fayulu dit, le peuple a dit non, ne touche pas à ma constitution. Il y a également la société civile. D'un côté, nous voyons Jean-Claude Katende. Vous êtes leader d'opinion. Aidez la population, surtout nos téléspectateurs. Salutations à Chabani, Record, cette chaîne est très suivie, ce programme est très suivi. Dans une démocratie, personne ne peut parler au nom du peuple s'il n'a pas reçu un mandat. Le président de la République est élu, il a le droit de parler du peuple. Alors Martin Fayulu n'a pas le droit de parler? Il a le droit de parler au nom des militants, de les citer et non au nom du peuple. Mais les militants de l'ECD sont également comptés parmi les eux, au moins, ont donné mandat à Fayulu pour les engager. Mais dès lors qu'il n'est pas élu député national, député provincial, même conseiller municipal, président de la République, sénateur, il ne peut pas parler au nom du peuple. Ça doit être clair, non? Moi, je ne peux pas venir ici. J'étais candidat député national, je n'ai pas été élu. Je viens parler... Tu n'as pas mandat de parler au nom du peuple. Je ne peux pas parler au nom du peuple. Je dois parler au nom des militants du CNC. C'est clair que ça. Nous ne pouvons pas transformer ce pays en un champ de patates douces. Mais les clergés ont le droit de parler au nom du peuple. Le clergé a le droit de parler au nom des fidèles. Moi, je suis catholique. Ambongo peut m'engager. Mais attention, s'il prend des positions politiques, je ne suis pas avec lui. Parce que, parce que pour que la position de l'Église doit l'être via quoi? Via la CENCO, non? La conférence épiscopale nationale du Congo qui réunit tous les évêques et tous les archevêques. Dès lors que la CENCO ne s'est pas réunie, un cardinal se lève, non? Les chrétiens catholiques ont dit, je dis non. Mais de temps en temps, nous voyons la CENCO s'est prononcée sur des questions d'actualité. Mais ce sont des pères de l'Église, les princes de mon Église. Ils peuvent aussi être influencés par la politique, c'est normal. Mais il y a ce qu'on appelle la théorie de la baïonnette intelligente. J'ai le droit. Moi, je ne prie pas dans des boutiques alléluatiques pour que quand Dadi a dit qu'il a eu tort ou raison, non, j'ai la jugeote. J'ai la jugeote et je sais que notre Église et même les supermarchés religieux là, ce sont des œuvres de Dieu, mais dirigées par les humains. Et les humains avec leurs sentiments. Alors il faut analyser, voir là où il y a les sentiments. Tu arrives également de ne pas être d'accord avec la CENCO? Mais oui, si aujourd'hui la CENCO s'est réunie et dit il n'y a pas opportunité de réviser la Constitution avec tout ce que je viens de vous montrer, je dois dire amen. Non, ça c'est un amen tronqué, je ne peux pas. Je ne peux pas, je dois avoir heureusement que chez nous, il y a cette liberté d'échanger avec le prince de l'église, avec le prêtre, lui dire, révérend père, monsieur l'abbé, monseigneur, l'évêque, je pense, en tant qu'intellectuel, en tant que politique, que là, vous allez taper à côté par... Il va vous écouter. Ce n'est pas chez les gars dit, non, quand même.
Alors, Maître Harold Badibanga, mais la question liée également au mandat du chef de l'État, est-ce que vous pensez qu'il faudra également toucher cet article qui parle du mandat du président? Si le peuple le veut, oui. Mais mon avis, mon avis, le prof Seguio Bedi, c'est pas important de donner des affirmations. C'est l'argumentaire qui compte. Ici, estime-t-on que dans des pays où il y a les mandats de 7 ans, ça évolue ou ça n'évolue pas? Moi, je pense, à mon humble avis, que l'essentiel, c'est ce qu'on fait du mandat qu'on a reçu. Dans 5 ans, on peut faire beaucoup de choses. Dans 7 ans, on peut aussi faire mieux. Alors moi, je pense que blanc bonnet, bonnet blanc, 5 ans ou 7 ans, ce qui importe, ce sont des initiatives, comme Tshisekedi dit les a. Ce qui importe, c'est un bon entourage pour aider le chef de l'État à mieux travailler. Mais lorsque nous constatons que dans 5 ans, le trésor public souffre avec l'organisation des élections dans un pays à dimension continentale, ce sont des millions de dollars qui sortent, alors qu'on pouvait utiliser aussi cet argent pour la réhabilitation des infrastructures sociales de base. Je pense que c'est pas mal, parce que le cycle de 5 ans, dépenser presque les mêmes sommes d'argent chaque 5 ans, si on passe à 7 ans, cet argent-là peut être épargné et utilisé à autre chose, parce que nous ne pouvons pas faire des élections, un mythe, quand il y a élection, il faut que les gens se battent, il faut que les gens, qu'il y ait de l'attention. Non, les élections doivent être un moment de fête comme ailleurs. Pourquoi pas ici? Alors, il y a quelqu'un qui a suggéré sur ce plateau la suppression du Sénat, la suppression des assemblées provinciales, la suppression de la CENI et notamment la suppression du conseil du CESAC, Conseil supérieur de l'audiovisuel, de la communication. Vous êtes d'accord? Le CESAC, être supprimé, non. Parce que la presse est un corps. Il faut qu'il soit régulé par le corps. Parler de la suppression du CESAC, c'est ipso facto parler de la suppression du Conseil supérieur de la magistrature. Non. La suppression du Sénat, je pense à mon humble avis qu'au regard du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, au regard du règlement intérieur du Sénat qui stipule que lorsqu'il y a une matière à divergence entre l'Assemblée nationale et le Sénat, il y a une commission paritaire mixte. Et lorsque les divergences persistent dans cette commission, c'est le point de vue de l'Assemblée nationale qui l'emporte. À quoi sert le Sénat? Ce budget-là ne peut pas être affecté à autre chose pour le bien du peuple. Une fois de plus, autant de raisons à évoquer pour la révision ou le changement. Et la suppression de la CENI pour donner les attributions de la CENI au ministère de l'Intérieur. Non. Le Congo n'est pas encore arrivé à ce niveau-là parce que les politiques se font toujours des suspicions. Si en Afrique, il y a la problématique de l'organisation des élections par un organe libre, une structure libre, autonome, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des suspicions. Lui organise les élections, il va tricher, lui organise les élections. Mais il affirme que bien que c'est la CENI, il y a toujours cette indépendance qui est contre. Je suis juriste, je ne peux pas débattre sur des faits qui n'ont pas de preuves. Je dis que là au moins, la CENI peut apaiser tout le monde. J'ai salué le fait que lors des élections de 2023, le chef de l'État en fonction est allé sur le banc comme tout le monde, tous les candidats. Et là, il s'est présenté où? S'il se présentait devant le ministre de l'Intérieur, par lui nommé, on allait dire quoi? Jusqu'à ce que nous évoluions, nous atteignions un certain niveau, je ne suis pas d'accord avec la suppression de la CENI. Madame, Messieurs, prenons à présent ce 4e dossier, le dernier de notre rendez-vous de la semaine pour parler de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Présidente, merci pour m'avoir accordé à nouveau la parole. Je serai brève, mais je me dois de répondre avec la plus grande clarté et fermeté face aux arguments avancés par le représentant permanent du Rwanda.
D'emblée, soyons clairs. Je ne blâme pas le Rwanda pour tous les maux de la République démocratique du Congo. Je blâme le Rwanda pour la présence illégale de ses troupes sur notre territoire, le massacre de Kishishe, le bombardement du camp de déplacés de Mugunga, le pillage systématique de nos ressources naturelles et les attaques contre les soldats de la paix des Nations Unies et de la SADC. Je blâme donc le Rwanda pour les violations de la Charte des Nations Unies. Ces actes sont tous des crimes, ils ne relèvent pas d'un quelconque malentendu ou de différends bilatéraux. Ces faits, Madame la Présidente, ne relèvent pas de spéculation, ils sont documentés, corroborés et gravés dans les rapports des Nations Unies. Je prends néanmoins note de la posture du Rwanda qui doute de l'objectivité des experts des Nations Unies. Le Rwanda avance que la République démocratique du Congo est confrontée à de nombreux groupes armés. Et oui, c'est un fait. Mais cet aveu de la complexité de notre contexte sécuritaire ne saurait servir de justification à ses propres violations de notre souveraineté. Ce n'est pas parce que d'autres défis existent que son soutien au M23 ou la présence de ses troupes en République démocratique du Congo en deviennent excusables. Je le dis avec force, l'appréciation du Rwanda sur nos défis internes ne lui donne aucun droit d'y intervenir. Le Rwanda invoque aussi l'idée que le M23 représenterait des communautés marginalisées. Permettez-moi de poser une question simple à cette Assemblée. Depuis quand des massacres, des déplacements forcés et la réorganisation démographique de territoires sont-ils des moyens légitimes pour répondre à des revendications ethniques ou sociales? Le M23 ne défend aucune cause, il exécute une stratégie dictée par les intérêts du Rwanda. Père l'a démontré, il ne s'agit pas de défendre des minorités, mais de contrôler des ressources et d'affaiblir la souveraineté de la République démocratique du Congo. Enfin, le Rwanda prétend que les mesures qu'il qualifie de défensives seraient légitimées par des propos tenus par des responsables congolais. Je rejette fermement cette allégation. Aucun propos quelconque ne peut justifier les massacres de civils, les pillages de ressources ou l'occupation de territoires. Rien, absolument rien, ne peut légitimer les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité ou la violation de la Charte des Nations Unies. Détrompez-vous, Monsieur le représentant. Le Rwanda n'est pas et ne sera jamais le gendarme de la région des Grands Lacs. 34 jours plus tard, nous attendons toujours vos experts. Et ils arrivent seulement après insistance de la part de la République démocratique du Congo et du médiateur. Le ministre de la Communication et des Médias n'a pas l'intention de lâcher prise quant à ce devoir de redevabilité. Patrick Muyaya amène devant la presse le vice-premier ministre de l'Intérieur pour présenter le premier résultat de l'opération Ndobo pour lutter contre le banditisme urbain. Donc ce soir, nous avons à nouveau le privilège d'avoir parmi nous le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, M. Jacquemin Chabani, avec qui nous allons revenir sur un certain nombre de points que le président de la République a abordés concernant son secteur de l'intérieur. Vous avez suivi que le président a parlé de la lutte contre le banditisme urbain qui ne concerne pas seulement Kinshasa. Vice-premier ministre, on va parler évidemment de l'opération Ndobo, parce que c'est plus ou moins ce que le président de la République a résumé lorsqu'il parlait de la lutte contre le banditisme urbain. Dans ce briefing spécial, Jacquemin Chabani a indiqué que cette opération a permis d'arrêter 784 individus à Kinshasa. Nous avons tenu une grande réunion avec le commandement national de la police pour évaluer dans les détails l'action de la police sur terrain. C'est en conclusion de cette réunion du vendredi que nous avons décidé de passer à une étape supérieure. Nous avons dénommé cette opération Opération Ndobo, qui est une opération qui consiste principalement à maîtriser, mettre la main sur les bandes de criminels qui sont à la base de ce fléau. Tous ces criminels que nous sommes en train de neutraliser et maîtriser, nous les mettons à la disposition de la justice. Lancée dans la capitale congolaise, comme ville pilote, l'opération Ndobo vise à maîtriser et neutraliser les bandes des criminels. S'agissant des embouteillages, à Kinshasa, l'heure est encore à l'évaluation des options levées pour fluidifier la circulation. La solution de sens unique a été adoptée sur 4 tronçons, si je ne me trompe pas.
Et nous avons eu un certain nombre de réactions et de retours qui a amené à ce qu'on convoque il y a 3 jours une grande réunion d'évaluation. Et nous allons faire un rapport assez détaillé au cours du Conseil des ministres de ce vendredi, qui va permettre au gouvernement de la République d'évaluer aussi avec nous tout ce que nous avons reçu comme observation des différents services qui étaient présents à cette réunion et prendre une orientation sur la continuité ou non, l'amélioration sur le plan pratique et technique de toutes ces options levées pour désengorger les routes de la ville de Kinshasa. Ce vendredi 13 décembre, un rapport sur la question des embouteillages sera présenté au Conseil des ministres pour voir s'il faut continuer ou non avec ces options. Alors, Maître Harold Badibanga, le président de la République, lorsqu'il a fait son discours sur l'état de la nation, certains Congolais estiment que Félix Tshisekedi n'a pas été clair lorsqu'il fallait parler de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Vous l'aviez également remarqué? Oui, je l'ai remarqué. J'ai félicité le chef de l'État. Sans être journaliste, il s'est comporté comme journaliste. Parce qu'en communication, on dit le journaliste sait tout, mais il ne dit pas tout. Il y a des questions très sensibles que l'on ne peut pas mettre à la place publique, de peur que la population arrive à paniquer. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, les informations liées à la sécurité de l'État, on ne les met pas à la place publique, tout simplement parce qu'on risque de donner des armes et des béquilles à nos adversaires. Paul Kagame Batoire, il suivait ce discours-là. Ah, c'est ça le nom que vous lui avez donné? Vous ne connaissez pas son poste, non? Tous ceux qui l'arment pour qu'il vienne au Congo, ce sont tous les Nkunda Batoire, les Moutsi Batoire, lui-même Batoire aussi. Les James Kabere Batoire. Donc, ils suivaient même leurs amis qui sont aux États-Unis, qui font des cotisations pour renforcer la guerre. Ils le suivaient. Il aurait suffi que Tshisekedi sorte tous ces secrets-là pour qu'il sache comment s'y prendre pour nous contrecarrer. C'est la stratégie de Félix Tshisekedi. Mais oui, ce sont des... Madame, nous devons apprendre, nous la population, à féliciter nos services de sécurité. Nos services de renseignement. Si on nous dit chaque jour combien de coups de l'ennemi ont été déjoués par nos services. Tu as parlé d'un coup déjoué dernièrement. Nous qui ne sommes pas des services, nous pouvons même avoir peur de sortir le matin et venir. C'est stratégique. Ici, vous voyez un Quinois se moquer d'un militaire, d'un policier. Mais c'est ce monsieur-là qui fait que tu circules, tu roules carrosse, tu l'insultes comme tu veux. C'est juste une question de stratégie. À ce stade, nous devons féliciter ces services de renseignement-là, les services de sécurité et l'armée, parce que les informations au front sont de plus en plus... Mais le Congolais voulait bien qu'il revienne sur sa rencontre prévue le 15 décembre avec Paul Kagame, bien que Félix Tshisekedi il avait juré rencontrer Kagame qu'au ciel. Non, vous savez, ça, il s'agit même de la pression diplomatique à faire sur un adversaire. C'est l'une des théories des relations internationales. Quand Félix Tshisekedi tape du poing sur la table de cette manière-là, c'est une alerte envers les impérialistes, envers les décideurs internationaux pour dire attention, le président de la RDC est énervé, la situation risque de s'embraser, il faut intervenir pour qu'il y ait la paix. Non, c'est ce qui s'est passé. Ce sont des stratégies diplomatiques et puis qui ne peut pas changer. On dit aux deux sassons tresregenda, aux choses odieuses, l'interprétation est stricte. Imaginez... La stratégie de Félix Tshisekedi a produit des fruits parce que l'implication de tout le monde va donc conduire Félix à rencontrer Kagame le 15 décembre, sauf changement peut-être des dernières minutes. Deux éléments importants. Tshisekedi, c'est un fin diplomate. Un fin diplomate parce qu'aujourd'hui,
plus que hier, tout le monde, même les mouches, savent que Kagame est l'agresseur direct de la République démocratique du Congo. Hier et avant-hier, il niait, il rejetait, il a fini lui-même par broncher, par accepter de manière implicite et de manière explicite. Ça, c'est de un. De deux, nous sommes conscients que Kagame Batoire n'est que cet arbre qui cache la forêt. C'est une guerre nous menée par les multinationales qui veulent effectivement la balkanisation de la République. Il faut un langage fort, il le fallait, il fallait des stratégies fortes pour que tout le monde arrive à broncher. Ils ont bronché. Maintenant, il y a une stratégie à mettre en place à l'interne. Quand on est agressé, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité. Quand on est agressé, il faut nourrir. Mais au Congo, il y a opposition et il y a majorité. Non, sur ces questions-là, j'invite l'opposition à se ranger derrière le chef d'État. On a vu quand même en Ukraine, hein, même les opposants s'étaient rangés lors des batailles pour défendre leur pays. Mais ici, ni Fayoulou, ni Katumbi, ni je ne sais pas moi, Mukwege ou quoi, je n'ai jamais entendu une déclaration. Joseph Kabila avec un silence qui inquiète. Condamnant, oui, Joseph Kabila. Je n'ai jamais entendu les quatre, étant donné que c'est eux qui semblent donner quand même une petite force à l'opposition, même si cette opposition est inexistante aujourd'hui. Je dis, ne fût-ce qu'une déclaration par rapport à ça. Mais ils accusent Tshisekedi d'avoir vendu le pays. Non, ce sont des aventuriers. Vous me parlez de la société civile, s'agissant du sujet de la Constitution, et même aujourd'hui, quand on parle de la situation de la guerre. Vous avez déjà entendu, le monsieur, c'est qui encore? Vous voulez parler de Jean-Claude Katende de l'Azado? Monsieur Jean-Claude Katende n'a jamais condamné l'agression. Vous savez que en étant président de la société civile, ceux que l'on tue à l'Est, ceux que l'on viole à l'Est, ce sont les civils qu'il est censé protéger aussi. Mais pour moi, pour Harold Badiban, il n'y a pas de société civile au Congo. Comment ça, il n'y a pas? Il y a Georges Kapiamba d'un côté. Nous avons, madame Christopher Ngoyi. Vous êtes journaliste, vous n'êtes pas membre de ces structures-là. Je vous informe qu'en République démocratique du Congo, il n'y a pas de société civile. Il y a une société civile politisée, politisante. S'il vous plaît. Okay. Politisée, politisante, politiséique. Parce que chaque branche est soit de l'opposition, soit de la majorité. Bref, il n'y a pas de société civile pure. Ça, c'est le 1. De 2. Est-ce que vous savez que ces soi-disant sociétés civiles-là sont financées? Qui les finance? Ce sont les multinationales. C'est la nébuleuse communauté internationale sans adresse. Et vous savez ce qui se passe? Ils sont congolais, mais contre leur pays, vous voulez dire? Vous m'avez aidé à le dire et j'affirme. Parce qu'on dit, la main qui donne, c'est la main qui domine. La plupart des décisions, pour ne pas dire toutes, prises par ces sociétés civiles, ces soi-disant sociétés civiles-là, c'est dicté quelque part. Par rapport à tel sujet d'actualité, prenez telle décision, prenez telle posture. C'est un secret de polichinelle. C'est un secret de polichinelle et c'est connu. Demandez-leur s'ils n'ont pas de financement. Et ces financements viennent de qui? Dans quel objectif? Vous pensez que tous ces pays-là qui sont parmi la nébuleuse communauté internationale, qui financent même le terrorisme à l'Est, peuvent faire que les positions de nos frères-là aillent dans le sens qui marche sur leurs intérêts? Je ne pense pas. C'est pour dire que notre population doit être vigilante. Parce que nous n'avons que ce pays comme bien commun et plus important. On nous appelle Congolais parce que le Congo existe. Si le Congo disparaît, on ne sera plus appelé des Congolais.
Alors, Maître Harold, l'inquiétude. On a vu également la première ministre qui a fait autant de déplacements dans l'Est pour la situation sécuritaire. Alors, qu'est-ce que ces différents déplacements ont apporté dans cette situation dans la partie Est? Parce que de voix estiment que c'était juste pour faire saigner les caisses de l'État. Faire saigner les caisses de l'État, je ne pense pas. Ici, nous sommes dans un pays où même lorsque les gouvernants posent de bonnes actions, quand on est dans l'opposition, c'est toujours mal. Nous avons ici critiqué, moi bien sûr, ce que j'appelle la paresse de certains, l'inactivisme, voilà, de certains premiers ministres qui n'étaient là que pour gérer les finances publiques. Troïka ceci, Troïka cela, alors qu'il y a la guerre à l'Est. Et la population s'est posé des questions, mais c'est comme si on n'a pas de premier ministre. Ces militaires-là, Madame Noëlla, ont droit, au-delà du soutien financier pour qu'ils soient forts au front, ils ont besoin de voir que nous avons un père qui est le gouvernement, qui vient nous fortifier de manière physique et visible. Et quand on dit elle s'est promenée pour faire saigner les caisses, on s'obstine à ne pas constater qu'il y a quand même des avancées significatives au front. Elle serait restée à Kinshasa, ils auraient dit, moi, elle ne fait rien, il y a guerre à l'Est, elle se pavane à Kinshasa. Je pense que la place du chef de l'État, la place de la première ministre, la place du ministre de l'Intérieur, la place du ministre de la Défense, c'est à l'est de la RDC. Alors aujourd'hui, on pense que la RDC est devenue plus plaintive. Elle est toujours là en train d'accuser le Rwanda. Dans tous les salons des grandes rencontres, elle accuse le Rwanda. Entre-temps, le Rwanda évolue avec son M23. Non, il n'évolue pas avec son M23. Le M23 et les Rwandais sont en train d'être battus à plate couture. Au moment où on parle, les informations sont bonnes. Mais ce n'est pas une plainte. Nous sommes en relation internationale dans lesquelles il faut jouer franc jeu en alertant les autres pour que le jour où nous allons riposter comme on est en train de riposter, que l'on ne dise pas la RDC est en train de violer les principes et tout ça. C'est comme ça que je venais de vous dire ici que Félix Tshisekedi c'est un grand diplomate. Ce ne sont pas des plaintes. On prend quand même la communauté internationale à témoin. Alors, c'est complètement fini, Maître Harold, mais aujourd'hui, nous voyons Delis Esanga qui est contre les réformes, alors que hier, quelques années passées, il était pour les réformes. Comment est-ce que vous voyez ce changement? Ce volte-face, je connais bien mon cher aîné Félix, non pas Félix, son prénom c'est Delis Esanga. Delis Esanga Ipong Diakaseng. Une intelligence rarissime. Soutenir les réformes, il avait raison à l'époque. Maintenant, il a tort de ne plus les soutenir. Lui-même sait pourquoi ce volte-face. Mais je pense que c'est lui qui se bat contre ces réformes dont il était champion hier. Je me rappelle qu'il avait même préconisé le changement du mode d'élection des gouverneurs. Au lieu que ça soit un candidat présenté comme ça, que ça se fasse au niveau de l'élection des députés provinciaux. La plateforme qui a beaucoup dans une province, beaucoup de députés provinciaux prend directement la tête de la province parce que quand on présente les listes de ces députés-là, on présente directement le nom du candidat gouverneur. Toutes ces belles idées, s'il peut les mettre au frigo aujourd'hui ou à la poubelle, ce n'est pas le Delis Esanga scientifique intelligent que je connais, c'est plutôt le Delis Esanga politicien, politiciste. Ah bon? Oui, oui, ce volte-face est motivé par des ambitions et des raisons politiques. Or, Paul Tillich établit le distinguo entre la raison raisonnante et la raison raisonnable.
il définit la raison raisonnante comme la raison au service, l'intelligence plutôt au service du mal, et la raison raisonnable comme l'intelligence au service du bien. Le Sesanga qui pensait aux réformes, c'était la raison raisonnable. Le Sesanga qui s'oppose à ses propres réformes aujourd'hui, c'est la raison raisonnante. Alors, un seul mot aujourd'hui, les Congolais ne comprennent rien. On a le ministre qui sort avec une stratégie pour traquer les Koulouna. On a le ministre de l'Intérieur qui amène une autre opération, Ndobo, si je ne me trompe pas. Mais finalement, dans un même gouvernement, des ministres qui ne regardent pas dans une même direction. Non, ils regardent dans une même direction. C'est la fin du phénomène Koulouna au Congo et à Kinshasa. Il y a chacun avec son job description. Moutamba y va avec un œil judiciaire et juridique. Jacquemain Chabani y va avec un œil sécuritaire. In fine, c'est la fin du phénomène par des procès comme on les a vus hier à Kalamou, le vendredi. Salus populi suprême allégué. Le salut du peuple, c'est la loi suprême. Il ne faut pas que les gens amènent leur ordre dans le désordre de l'État, entre guillemets, qui veut que l'on ne tue plus les journalistes comme Jemima est morte, qu'on ne tape pas des paisibles citoyens. Quand on tue, on pille, on fait les Koulouna, l'État a un côté. Quand on met deux opérations conjointes au même moment pour y mettre fin, voilà, c'est du désordre. Vous êtes d'accord? Totalement d'accord. Avec la peine de mort? Totalement d'accord. Mais souvent, ce sont des innocents qui tombent dans le coup. Non, la justice existe. On ne vous tue pas sans que l'on ait jugé et établi vos responsabilités. Par rapport à la peine de mort, nous devons être clairs. Nous ne devons pas être cette caisse de résonance des pays occidentaux. La France qui a aboli la peine de mort, les États-Unis, il y a ni rébellion, ni Koulouna à Paris, en France, depuis des années. Comme il n'y a plus d'infraction de nature à être empêchée avec la tuerie de ceux qui les commettent, c'est comme ça qu'ils ont aboli la peine de mort. Si bien que les spécialistes appellent ça une peine barbare. Mais c'est une peine dissuasive. On ne viole plus en France. Les abolitionnistes disent qu'elle n'est pas dissuasive. Non, elle est dissuasive. Moi, je suis de l'école de Kalombo Mbanga, le premier pénaliste de la République démocratique du Congo, à côté du prof Lekoulia. L'abolitionnisme est bon, mais il a beaucoup de failles parce que c'est lui qui tue, continue à le faire parce qu'il sait qu'il sera toujours en vie, emprisonné. Mais c'est dissuasif. Alors, Maître Harold Badibanga, c'est complètement fini, mais placez quand même un mot sur cette rencontre, regard croisé entre la Première Dame, les journalistes, des influenceurs et des communicateurs. Tout ce qui n'est pas interdit est permis. La Première Dame a estimé qu'il faut passer quand même la fin d'année avec le corps des journalistes. Les journalistes ne sont pas... un journaliste n'est pas n'importe qui. Dieu seul sait si elle n'a pas donné quand même les éléments à ces communicateurs-là pour qu'ils défendent la République. Mais j'entends parler, non, bon à l'État. Ils doivent savoir que chaque Première Dame a des subventions. Elle est libre de faire ce qu'elle veut de ces subventions-là. Ça, je la félicite, elle a valorisé votre corps, elle a valorisé la personne qui nous réveille avec l'information. C'est une considération qu'il faille applaudir. Et j'invite les autres à emboîter le pas. Les autres là, c'est qui? Non, il y a beaucoup de gens en dehors d'elle. Vous pensez que le président de l'Assemblée nationale, son épouse ne peut pas faire la même chose? Celle du président du Sénat. Il faut approcher différents corps pour connaître leur réalité, faire le lobbying en leur faveur. Il ne faut pas laisser tout à l'appareil, au gouvernement. Non, en tant qu'individu, vous pouvez aussi poser des actions
qui vous transforme en porte-parole de certaines structures pour que le pays aille de l'avant. Alors les Congolais qui vous ont suivi veulent quand même avoir les nouvelles de Pius Mwabilou, qu'on n'entend plus, on ne le voit plus. Vous ne le verrez pas, vous ne l'entendrez pas parce qu'il a un appareil de communication stable. Je vous ai dit que Pius Mwabilou m'a dit qu'un chef niveau, que c'est que son entourage. Vous avez des présidents de ce qu'ils appellent partis politiques, alors que ce ne sont pas des partis, ce sont des particules de faits privés qui n'ont comme membres que père et mère, et enfants et les dernières copines en date, qui passent dans les médias à tout moment pour pérorer. Vous n'avez pas de communicateur. En bref, il va bien, il se porte bien, il aime le Congo, il continue à se battre pour que le Congo aille de l'avant et ce combat, il le mène aux côtés de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans sa vision de transformer totalement le Congo très démocratique. Alors, Maître Harold Badibanga transmet son amour pour la République démocratique du Congo par cet accoutrement. Vous avez quelques minutes pour vous adresser à cette population qui vous a suivi ce dimanche dans Info7. Mes chers compatriotes, ce pays nous appartient à nous tous. Nous y avons les mêmes droits et les mêmes devoirs. Sans Congo, on ne sera plus des Congolais. Aimons ce pays, servons-le comme si nous sommes en train de mourir. Donnons notre dernière goutte parce que l'histoire nous jugera si nous ne faisons rien pendant que ce pays est agressé. Mettons nos divergences de côté, soyons derrière le président de la République qui est lui-même en danger parce que c'est lui qui se bat pour son pays est en danger. Nous devons le soutenir, le défendre pour que la guerre à l'Est prenne fin et le développement viendra. Alors, Maître Harold, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions avec le plaisir de vous retrouver prochainement. Je vous en prie, madame, je serai toujours là lorsque vous aurez besoin de moi. Merci bien. Madame, messieurs, c'est complètement fini pour ce numéro de Info7. Je rappelle que notre invité de ce jour, Maître Harold Badibanga, c'est un analyste politique qui nous vient du Congrès national congolais, le parti cher à Pius Mwabilou. Alors, je ne cesserai de le dire, Info7 est une émission de Congo Web Télévision. Info7 votre émission, Info7 notre émission. Alors, c'est complètement fini. Restez fidèles sur Congo Web Télévision. Alors, le compte à rebours a déjà commencé pour la fin de l'année 2024 et accueillir, bien sûr, l'année 2025. On se retrouve le dimanche prochain pour un nouveau numéro. Eh bien, au revoir.